Bonjour à tous et bienvenue à bord de cet Airbus A321 de Taulis. Je suis ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de la navigation IFR. La dernière fois, on a donc fait deux étapes. On a fait un Limoges-Bordeaux, Bordeaux-Toulouse. Nous sommes donc actuellement à Toulouse et on va effectuer une étape aujourd'hui au départ de Toulouse à destination de Biarritz. Le vol va être assez court. On sera assez occupé parce qu'en fait on va s'occuper aujourd'hui du circuit hydraulique, donc on va faire 2-3 bricoles pour jouer avec le système de manière à voir les différents impacts en fonction de la panne qu'on peut avoir et voir comment on les traite et les conséquences sur la suite du vol. On va faire donc un démarrage ici, alors attendez, j'affiche la carte. On est ici en zone éco, on va effectuer un démarrage, un pushback. Ensuite, on va venir ici sur le taxiway. Là, en novembre 2, on va traverser la 30 de droite et on va décoller de la 30 de gauche. On va partir ensuite sur un départ conventionnel. Ce sera le LMB5 Bravo. Donc, on va partir ici de la 30 de gauche au 323, passer vertical du Var de Toulouse, un peu à gauche au 307 et jusqu'à 4000 pieds. Et à 4000 pieds, virage par la gauche, une course au 213 pour l'intercepter la radiale 258 de Toulouse vers Lima Mike Bravo. Ensuite, on viendra prendre la Golf 17, l'Airway Golf 17 qui viendra sur Orthez, Sovos et Bidac. Et à Bidac, on va enquiller donc la Star, la Bidac 8 Lima, donc un virage par la droite au 308, 3000 pieds, et ensuite on viendra ici au 269. Voilà, au 269 ici. Et le FAF, le début de la descente, parce qu'on va effectuer une approche qu'on appelle une approche NDB. Donc une approche NDB, c'est une approche qu'on n'a pas vue jusqu'à présent. On a fait à Bordeaux, on avait fait un ILS je crois en Autoland, et à Toulouse on a effectué une approche VOR. Ici on va donc apprendre comment manipuler une approche NDB, sachant qu'on va la voler comme la VOR de Toulouse, on va la voler ce qu'on appelle en overlay. C'est-à-dire qu'on va utiliser votre FMS de manière à pouvoir la voler, puisque votre FMS lui connaît la position du NDB, donc qu'il soit en fonctionnement, qu'il ne le soit pas, il sait le positionner en latitude et en longitude, et à partir de là il est donc capable de se guider. Ce qui fait que même s'il met le NDB, qui est un moyen quand même très simple de navigation, avec une aiguille sur laquelle que vous avez dans l'avion et qui pointe directement vers la balise, donc c'est assez rudimentaire, ça fonctionne, mais c'est assez rudimentaire. Mais si jamais votre aiguille finalement pourrait suffire à la navigation, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir un guidage par le FMS et qui lui va donc uniquement s'appuyer encore une fois sur la position géographique du NDB qu'il connaît dans la database de manière à pouvoir s'y positionner. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus le FMS étant capable de se positionner en 3D, eh bien le GPS étant capable de se positionner en 3D, le FMS lui va pouvoir du coup vous simuler un plan vertical et pouvoir, lorsque vous allez armer le mode approche, eh bien effectuer tout simplement son approche NDB, comme ça, ici on a bien un guidage latéral, là on a un guidage vertical qui nous sera donné par le FMS de manière à suivre ce plan de descente à 5,2%, ce qui correspond à 3 degrés. Donc là où en temps normal nous on aurait monitoré l'aiguille et puis en fonction de l'aiguille on se serait positionné sur le plan latéral et en arrivant au point de début descente le FAF on se serait mis nous-mêmes en descente, et bien finalement on va armer l'approche lorsqu'on sera à peu près là on va armer l'approche et là au niveau le FMS va garder sa navigation latérale comme ça et au niveau du plan vertical lorsqu'il arrivera à la bonne distance il débutera lui-même sa descente. La réglementation nous demande quand même si jamais c'est une approche donc on vole en overlay en utilisant notre FMS, elle nous demande quand même de monitorer le moyen radio, donc le NDB en l'occurrence, et de manière à voir les déplacements de l'aiguille. Et si jamais on devait perdre, pourquoi? Parce que si on devait perdre justement notre GPS, eh bien on ne pourrait plus la voler en utilisant le FMS, et dans ce cas-là, on la volerait à l'ancienne en suivant l'aiguille du NDB. Donc c'est ce qu'on appelle en overlay, ça veut dire qu'on la vole en FMS, mais en gardant quand même un monitoring sur le moyen de navigation, c'est obligatoire. On descendra donc ici vers des minima de 820 pieds. Alors 820 pieds, c'est pas tout à fait exact, ce sera 820, mais on va les majorer de 40 pieds. Pourquoi? Parce que c'est une MDA. Une MDA, c'est une minimum descent altitude, contrairement à ce qu'on a vu lorsqu'on avait fait l'ILS à Toulouse ou je sais pas où, non c'était à Bordeaux, enfin peu importe. Si vous voyez une approche ILS, ici vous avez une decision altitude, une DA. Oui, il y a aussi MDA, mais pour un ILS c'est une DA. Une DA c'est une decision altitude. Ça veut dire que lorsque vous allez arriver à cette altitude là, si vous n'avez pas les références visuelles, vous initiez votre remise de gaz. Mais forcément pour initier votre remise de gaz, vous allez perdre quelques pieds, voire quelques dizaines de pieds.
Mais ça, c'est pris en compte dans les minima d'une decision altitude. Ce qui n'est pas le cas dans le cas d'une minimum descent altitude, qui est une altitude minimale de descente. Et là, vous n'avez pas le droit, c'est absolument interdit de passer en dessous. Donc, pour ne pas passer en dessous, on va majorer ces minima d'un certain nombre de pieds, qui va dépendre de la catégorie de votre avion. Donc nous, pour un Airbus, ça va être Airbus, là, le 320, c'est un avion de catégorie C. On va donc majorer, la réglementation nous demande de majorer de 40 pieds. Ce qui fait qu'on va avoir des minima, je reviens sur mon approche, à 820 plus 40, 860. Et si à 860 pieds, on n'a pas les références visuelles, on va initier notre remise de gaz. Et comme ça, même en perdant quelques pieds, voire quelques dizaines de pieds, on ne va pas overshooter cette minimum descent altitude de 820 pieds. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ici. Et puis, c'est tout. Après, on va arriver à Biarritz, on dégagera par la droite. Et ce sera fin de mission pour la deuxième partie. Je vous propose qu'on ne perde pas trop de temps. De toute façon, tout ce qui est pression mise en route et tout ça, on l'a déjà vu lors de la première partie. Donc là, on va faire ça assez vite. Je vais donc simuler des pannes hydrauliques. Je les mettrai tout à l'heure, parce que je me suis aperçu qu'en les mettant en avance de phase, toutes ne fonctionnaient pas forcément bien. C'est peut-être moi qui ne sais pas l'utiliser correctement. Donc ici, on a bien l'external power. Je voudrais juste vérifier quand même une chose. Dans le paramétrage de Motolis, je ne sais pas trop ce que j'ai comme fuel et comme passager. J'ai pas de passager, j'ai pas de cargo. Ok, j'ai 8 tonnes de carburant. Allez, je vais en mettre 7, ça sera suffisant. Et puis sur le fait qu'il n'y a rien, on est à Toulouse, on va considérer que l'avion était en maintenance. Et puis que là, il va sur Biarritz pour aller chercher des passagers. Allez, crac, je vais défiouler. Voilà, donc j'ai pas de pax, j'ai pas de cargo, j'ai 7 tonnes de carburant, ce sera très bien. Et pour l'instant, le grand service, j'ai un external power, c'est tout bon. Et les faults, j'ai rien pour l'instant, tout fonctionne. Allez, on est parti. Batterie 1, batterie 2. Et navigation, external power. Les IRS, allez, une. On bat pour la batterie backup. C'est vu. C'est vu. Et c'est vu. Allez, protection incendie, moteur 1, APU, moteur 2, les pompes, carburant, voilà, le seatbelt, no smoking, les emergency lights, voilà, on met sur on, on vérifie que ça s'allume, on met sur arme, tac, l'audio panel ici en haut une fois, audio panel 2 fois et audio panel 3 fois. On va mettre tout ça, ajuster la luminosité au max. Voilà. Voilà, et chez moi aussi. Voilà, parfait. Ça, notre FMS. Alors, ce qu'on va faire, donc en init, on a dit qu'on partait de Toulouse et qu'on allait sur Biarritz. Voilà. Align IRS. Ce qu'on va faire, parce que le monde est bien fait, vous allez voir que j'ai déjà enregistré une route. On a dit qu'on faisait Toulouse-Biarritz. Il y en a deux, c'est la deuxième qui m'intéresse. Voilà. Et pendant que j'y suis, vous allez voir la route, crac, elle est simple. Je pars de Toulouse, Lima Mike Bravo, donc en sortie de SID, la Golf 17, ce que je vous disais sur Bidac. Voilà, puis après la discontinuité, tout va bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la copier dans le secondary flight plan. Crac, ce qui fait que maintenant, dans mon plan de vol secondaire, j'ai rigoureusement la même chose. C'est parfait. Et maintenant, je peux revenir sur mon plan de vol initial. Ici, tout de suite d'ailleurs, tiens, allez, soyons fous, je vais mettre le départ de la 30 de gauche. Sur un départ, j'ai dit Lima Mike 5 Bravo. Voilà. Hop. Et puis l'arrivée, parce que le vol va être quand même assez court. Donc du coup, je vais mettre directement ma star, allez, ma star et mon approche sur Biarritz. C'est ce que je ferai aussi dans la réalité d'ailleurs. Donc je vais mettre mon approche NDB sur la piste 27. Le Bidac 8 Lima pour la star. Bidac pour la transition. Voilà. Et c'est inséré. Cette fois-ci j'ai tout, j'ai pas le temps forcément parce que j'ai pas encore tout renseigné dans mon FMS. 135 nautiques, ça me paraît commerçant. Voilà.
Et puis ici je reviens sur ma page init, le flight number FHDMO. Voilà, cost index, les 30 sera largement suffisant. Le niveau de vol, ça va être pair, hein, on va mettre 180, allez. 180, crac. Ensuite, en page 2, 0 fuel weight. Alors attendez, avant de faire la fuel, non, je vais le faire tout de suite. Je vais le faire tout de suite. On va revenir ici, loading perfo. Donc le 0 fuel weight CG centre de gravité, j'ai 28,6 et 47,8. Hein. Ah, pas non plus faire de mal aux mouches, ça suffira largement. 28,6 et 47,8. Voilà. Le carburant, j'ai 17 tonnes. Voilà aussi. Donc là, j'ai tout. Ah, j'en ai pas pour l'alternate, vous voyez. Je reviens ici. Effectivement, je n'ai pas de terrain de dégagement. Je me le mets tout de suite. Et je vais faire comme ça, d'ailleurs, directement sur load. Je vais charger ma route. Et là, c'est un... Je serai à Biarritz. Et en dégagement, je vais prendre Tarbes, par exemple. Tac. J'ai un Biarritz Tarbes ici. Voilà, crac. Ce qui fait que maintenant, si je vais dans mon plan de vol, ici, voilà, tac, l'approche interrompue, elle est là. Et si je devais dégager, au départ de Biarritz, j'ai une route qui est renseignée jusqu'à Tarbes. C'est parfait. Voilà. Ici, c'est vu partout. Là, je vais mettre un plus flaps. On va se mettre dans les perfs. Alors, V, on a quoi? On a 131, 131, 135. 131, je vous rappelle que c'est la vitesse de décision. V1 pardon, c'est la vitesse de décision, 131. Ensuite VR c'est la vitesse de rotation et V2 c'est la vitesse de sécurité avec un moteur en panne. Donc on va mettre 135 ici. On est en flaps 1 et on sera en down 0,3 pour le réglage du trim, pas du THS. DN 0.3. Voilà, le flex à 45. Voilà, et puis la réduction, l'accélération, donc par défaut il prend 1500 pieds, ce qui correspond à 2000, ça me va. Et par contre l'accélération sera 1500 pieds au-dessus, on va faire une procédure anti-bruit. Je vais donc faire 2000, 3005, allez crac. Et puis l'engine out acceleration, alors on va en profiter pour vérifier deux choses. La première, Toulouse, l'élévation de Toulouse, mais je crois que c'est ça, il me semble que c'est 500 pieds. Ouais, Toulouse 497 pieds au seuil, c'est ça, 497 pieds, ce sera très bien. Et puis je voulais vérifier, oui, la sécurité. La sécurité, je vais la voir ici d'ailleurs à Toulouse. Dans les 10 nautiques de Toulouse, c'est 2500 pieds et dans les 25 nautiques de Toulouse, 3000 pieds. Allez, on va pas s'emmerder, hein, je ne vais pas faire une étude de route exprès pour ça. 3000 pieds, ce sera très bien en cas de pas de moteur. Ici, c'est bon. Ce qu'il va me falloir maintenant, c'est celle-ci. Il va me falloir vérifier également pour mon départ mes moyens de navigation. Je vais m'utiliser le VOR de Toulouse ici 117.7. Qu'est-ce que j'ai là? Le monde est bien fait. 117.7, je l'ai déjà sur VOR 1, VOR 2, c'est parfait. Ce qui fait que je vais pouvoir m'appuyer dessus pour ma trajectoire. Et puis il me restera également à vérifier après le plan de vol. Je vais regarder ça tranquille. Pour l'instant, je vais démarrer mon APU quand même. Voilà, crac. Et puis je vais commencer à m'intéresser après au paramétrage. Donc j'en étais à mes moyens de navigation, c'était fait. Et oui, vérifier mon SID. Alors vérifier mon SID, j'en suis où? Donc on part dans l'axe 323 sur Toulouse, le 307 très léger gauche à 4000 pieds virage par la gauche, la course au 213 et on va intercepter la radiale 258 pour une course de 58 vers Lima Mike Bravo. Ici, on a la course au 323 jusqu'au VOR de Toulouse. Ensuite, on poursuit au 307 les 4000 pieds, la course au 213. La course 213 pour intercepter la radiale 258 en direction de Lima Mike Bravo. C'est parfait. Donc ça, il faut penser à le vérifier évidemment. Voilà, bah écoutez, on est bon partout. Les moyens radio, c'est vu. Eh bien, il me reste le plan de repoussage. On va le faire tout de suite. Alors, bah voilà, il est déjà positionné pas mal là d'ailleurs. Hein. L'impression qu'il n'est pas super sur la ligne. Il n'est pas super sur la ligne, on va faire un truc, pas sûr de faire mieux. Voilà, allez, crac. Ah, c'est bien ça. Le poste du sol, plan de repoussage reçu. Appelez-moi par le menu quand vous serez prêt. Ok, on va l'appeler quand on sera prêt.
Bon, sachant que ça va aller vite. Ici, les I restent en 2 minutes. Et ce que je peux faire, tiens, pendant ce temps-là, on va optimiser aussi. Hein. On va, c'est où ça? Les perfs. On est en condition Cavoc aujourd'hui. Hein. Alors pourquoi? C'est parce que je ne vais pas me faire emmerder avec une météo qui va me conchier le scénario. J'ai décidé que j'allais partir en 30 de gauche, que j'allais me poser en piste 27 à Biarritz. Donc si le vent n'est pas conforme, ça m'emmerde. Donc moi j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. Donc là aujourd'hui, enfin dans le cadre du tuto évidemment, hein, sinon je préfère largement utiliser les conditions météo réelles. Mais bon là, comme j'ai déjà préparé tout, sorti les cartes et tout ce qui va bien, voilà. Donc on va prendre ce qui est prévu. Je me suis mis en condition Cavoc avec la prochaine DB en piste 27. Comme je suis en condition Cavoc et condition ISA, je sais que mon QNH sera 2013 à l'arrivée. Ma température grosso merdo de 15 degrés, hein, Biarritz à peu près au niveau de la mer. J'aurai pas de vent. Voilà, et mes minima, tout de suite je pourrais les mettre de 860 à la MDA, ici. Voilà, on est bon partout, crac. Qu'est-ce qui me restera ici? M'afficher, donc le 1013, c'est vu, les contraintes, je vais mettre ici à 10. Je vais m'appuyer sur le VOR de Toulouse, j'ai dit, donc je suis en VOR 1, VOR 2, VOR 1, VOR 2 ici, sur Toulouse, 4.1 nautique, c'est très bien. Je n'ai pas de contrainte d'altitude, je pourrais monter directement à 18 000 pieds, voilà. 18 000 pieds ici, et puis écoutez, c'est tout ce que j'ai à faire, mes portes sont fermées. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire de particulier? Donc le départ on a parlé, c'est un départ conventionnel, les moyens radio on les a mis en fonction, donc ça c'est réglé. Ensuite mes IRS, donc je les ai alignés. C'est parfait, et puis écoutez, je suis à peu près propre, hein. Le barreau j'ai mis 1013 qui est affiché une fois, deux fois, on va considérer qu'il est mis également chez mon petit camarade, hein, 1013 à droite, donc 3 fois. On vérifierait en comparant les altitudes, ici vous voyez je lis 520 pieds, on vérifierait également à droite, on vérifierait sur l'instrument secours aussi, donc tout ça c'est bon. Donc voilà, écoutez, on est pas mal, un FD2 et on a bien 7 tonnes de carburant, nickel. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va repousser. Ensuite donc lorsqu'on aura commencé à repousser, on va déjà démarrer les moteurs. Hop, je vais lui dire d'ailleurs. Hein, nos IRS sont alignés. Crac. Le poste du sol, le tracteur arrive. Voilà, parfait. On va démarrer les moteurs et puis ensuite donc on va partir. On va effectuer le roulage comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc ça va être assez rapide. Et puis il va falloir quand même que je vous briefe sur l'hydraulique. Sur l'hydraulique puisqu'on va donc avoir 2-3 bricoles. Voilà, l'hydraulique est là. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'on a 3 circuits hydrauliques à bord de l'Airbus. On a un circuit green, un circuit bleu, un circuit yellow. Enfin un circuit green, donc vert, bleu et yellow, jaune. Donc chacun va pouvoir alimenter un certain nombre de servitudes hydrauliques. Et de l'hydraulique, on a besoin pour plein de choses. On a besoin pour le train d'atterrissage, on a besoin pour les volets, on a besoin pour les becs, on en a besoin pour les air brakes, on a besoin pour les spoilers, enfin on a besoin pour plein de choses. On se sert de l'hydraulique. Pour l'être reverseur, enfin il y a plein de servitudes comme ça et qui sont connectées à certains systèmes. Et donc toutes les portes et trappes sont fermées, nous pouvons nous connecter. Serrer le frein de parc. Le frein de parc est serré. Et donc en fonctionnement normal, on a évidemment les 3 pompes qui fonctionnent. Et voilà, et donc ils sont chacune alimentées. Vous voyez ici le circuit yellow, j'ai une pompe normale, une autre pompe normale pour le blue, une autre pompe normale pour le green. Pour l'instant elles sont en low, forcément elles ne sont pas alimentées et les moteurs ne tournent pas. Comme chaque pompe est asservie, si vous voulez, sur des servitudes comme les moteurs par exemple, ils ont besoin que les moteurs tournent, et dans ces cas-là, si les moteurs ne tournent pas, forcément on ne peut pas avoir de pression pour le moment. Donc du coup, on est en low power sur les 3. Et après on peut avoir des backups, et en backup on a une pompe électrique ici qu'on voit sur le circuit yellow, ce qui fait que si la pompe ici ne fonctionne plus, on pourra engager la pompe électrique. Tracteur connecté et broche bypass insérée, relâcher les freins de parking. On relâche le frein de parking. Alors là je fais Nous commençons le repoussage, vous pouvez lancer les moteurs. Bon, je ne vais pas les lancer tout de suite. Juste, je vous dis une chose, c'est que je vois parfois sur des forums des questions qui disent est-ce qu'on doit déconnecter le nose steering pendant le pushback? La réponse est non, ce n'est pas utile de le faire. Pourquoi? Parce qu'au sol, justement, il va déjà insérer une pin de manière à pouvoir éviter justement des à-coups hydrauliques qui peuvent endommager aussi bien le train que le personnel évidemment. Donc du coup, ça n'est plus utile de le faire. La sécurité a été modifiée, je crois, sur les Airbus, mais ça fait déjà quelques temps, ce qui fait que vous n'avez pas à le déconnecter. Voilà, donc on a nos 3 circuits ici, et ici on a ce qu'on appelle un PTU, un Power Transfer Unit.
Alors, c'est-à-dire que si jamais par exemple on perd le circuit green, enfin la pompe ici green ou la pompe yellow, dans ces cas-là, l'autre côté qui reste en fonctionnement va être capable de transférer une partie mécanique, si vous voulez, de manière à pouvoir faire fonctionner la pompe qui est en défaut. Enfin, le côté hydraulique, le circuit hydraulique qui est en défaut. Donc si jamais par exemple le circuit green c'est la pompe ici qui ne fonctionne plus, et ben du coup le PTU Power Transfer Unit, hop ici va s'allumer en vert de manière à pouvoir alimenter le circuit green. C'est un transfert si vous voulez mécanique du circuit yellow de manière à pouvoir aider le circuit hydraulique si vous voulez à fonctionner quand même. Inversement, si c'est la pompe yellow ici qui n'est plus en fonctionnement, le PTU va aller dans ce sens-là, elle est réversible, de manière à pouvoir apporter une assistance mécanique au circuit yellow et lui permettre de fonctionner. Donc on a quand même cette électrique ici, on a le PTU, donc on a quand même certains moyens qui sont intéressants. Et là on va essayer de jouer avec les trois, donc là il n'y a pas de miracle, enfin il n'y a pas de secret, pardon. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord simuler une panne, alors je dis pas de conneries, c'est de la pompe green. C'est de la pompe green. Ce qui fait que ce qui va se passer, comme tout le reste sera en fonctionnement, le Power Transfer Unit, ici, vous allez le voir, qui va aller du circuit yellow vers le circuit green, ici, de manière à pouvoir apporter une assistance mécanique. Alors je dis bien apporter une assistance mécanique, c'est super important. Ça ne veut pas dire qu'il va faire un transfert de liquide hydraulique. C'est vraiment de l'assistance hydraulique, mais on ne mixe pas, si vous voulez, le fluide hydraulique qu'il y a ici et le fluide hydraulique qu'il y a ici. Donc on va péter la pompe ici, et dans ces cas, le PTU va se mettre en branle, de manière à pouvoir apporter une assistance mécanique au circuit green. Après, comme on la joue facile, du coup ce que je vais faire, c'est que je vais simuler enfin je vais pas le simuler du coup, enfin si c'est au simu, mais donc on va simuler une fuite de liquide hydraulique dans le circuit green. Ça veut dire que déjà que le circuit green était par assistance mécanique alimenté par le circuit yellow, si en plus je lui pète son hydraulique, son fluide hydraulique, et bah du coup ça sert plus à rien de tourner. Ça fait que le PTU, il va me demander de le couper en disant mais ça sert plus à rien. Déjà la pompe on l'aura coupée ici parce qu'on laisse pas une pompe en fonctionnement quand elle est en défaut. Et ensuite même le PTU il va me dire mais j'ai plus rien à branler puisque apporter de l'assistance mécanique à un circuit qui n'a plus de fluide hydraulique ça n'a pas de sens. Donc on aura déjà coupé la pompe ici. On va être amené à couper également le PTU qui ne servira plus à rien. Et du coup il nous restera le circuit yellow. Donc le circuit yellow il va s'alimenter correctement avec sa pompe. Le circuit bleu va être alimenté correctement avec sa pompe. Donc on aura perdu au final que le circuit green. Bon, ça c'est le côté facile, parce qu'après ce que je vais faire aussi, c'est que je vais le remettre encore une fois en difficulté et je vais lui péter la pompe ici, de manière à ce que vous voyez qu'on a un circuit électrique également qui peut prendre le relais, quoi. Donc au final, on va avoir perdu une pompe ici, on va perdre le fluide hydraulique également du circuit, et on va perdre également la pompe ici yellow, mais sachant qu'on a comment l'électrique. Serrez le frein de parc. Allez, le frein de parc est serré, j'ai pas démarré mon moteur. Alors, tac, le beacon sur on. Ici, hop, voilà, crac, on démarre, le chrono, pouf, on est parti pour une cinquantaine de secondes, on va monitorer. Bon, on va monitorer, ça va être bien comme ça. Alors, ah oui, low start, bah oui, forcément. Qu'est-ce qu'il a fait, camarade, là? Évidemment que ça part pas, j'ai pas de bleed APU. Franchement, donc là c'est bon, j'ai de la bid APU, j'aurais dû le vérifier, voilà, ça m'apprendra à faire un briefing pendant ce temps-là. Donc là c'est bon, on a du N2. Hop, alors on va zoomer un peu, on va vérifier, monitorer la séquence. On a du N2, on a le GT et du N1. Le tracteur est déconnecté, la broche bypass est retirée, attendez mon signal sur votre droite. Merci et bon vol. Voilà, la broche bypass est retirée, donc vous voyez c'est ça la sécurité dont il s'occupe au sol, ce qui fait que maintenant on a un système qui est parfaitement opératif, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça démarre normalement, donc n'oubliez pas évidemment la bid APU, hein. Sinon votre moteur il démarrera jamais parce qu'il a besoin justement de cette assistance air de manière à pouvoir démarrer. Allez, c'est bon pour le 2, available, crack. Je pense que le monsieur il est en train de me montrer la broche bypass justement, mais il doit être caché derrière le montant. Donc on va considérer que c'est bon quand même, hein. Allez, le chrono, je l'arrête. Démarrage du 1. Voilà, re-chrono, crack. Allez, on a du N2. Le GT, le N1.
et après on aura le fuel flow, ce qui est normal. On attend toujours qu'il y ait suffisamment d'air qui passe à travers le moteur avant de faire une injection. Voilà, c'est fait. Ça démarre normalement. Vous avez vu que nos circuits hydrauliques sont en train d'être alimentés, c'est parfait. Donc tout ça c'est vert. Ici ça vous indique le niveau. Oui, on est parfait, on est au taquet ici, au taquet et au taquet. Impeccable, donc ça démarre, une cinquantaine de secondes, c'est parfait, available. Eh bien, écoutez, que demande le peuple? On a deux moteurs en fonctionnement. Ici, donc on est bien, 18 000, crack, c'est parfait. Ici, on est en 135, ça correspond à V2, en climb en mode 1 FD2, c'est parfait, le 180, les 500 pieds, QNH 1013. Ici, rien à signaler de particulier, le SID on l'a vérifié, ça appuie sur le VOR 1, sur le VOR 2, 4 nautique 1, c'est cohérent. Les moteurs sont démarrés. Ici, on a nos paramètres normaux. Et ici, l'hydraulique, tout est alimenté maintenant. C'est parfait aussi. Je vais le couper pour le moment. Eh bien, on va pouvoir faire couper la bleed APU. On va couper l'APU maintenant. Voilà. Les anti-ice, je n'en ai pas besoin. Ici, pas besoin des anti-ice. Et puis, ce que je vais faire encore, faut que je vérifie mes flight controls quand même. Alors. C'est vérifié, et palonnier. Voilà, très bien. Et puis on a donc ça à faire à l'auto-break. On va mettre ici un cran de volet, le transpondeur. Voilà, ici le démarrage en sommation normale. Évidemment, le rudder trim c'est au neutre. Les spoilers, crack c'est armé. Le predictive wind shear. Merde, le weather radar, config parking brake on. Ah oui, attendez, hop, c'est moi ça, c'est que j'ai pas mis ralenti, je suis désolé. Voilà. Ensuite, forcément il n'était pas d'accord, le petit camarade. Tac, ici, je peux faire un clear. Voilà. Allez, tac, tac, c'est bon. Et puis le trim. On va se mettre en moins 0,3. Alors il faut que je mette les flight controls. Je suis en moins 0,4, c'est mal. Voilà, moins 0,3, c'est très bien. Impeccable. La cabine, il reste à prévenir la cabine. Oui, on va démarrer le roulage. Allez, crack. Et puis le take-off config. Voilà, impeccable. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc les ECAM status, c'est vérifié. On n'a rien de particulier en situation normale. Le trim, il a bien été mis en down 0 tri. On l'a vérifié ici sur la page Flight Controls. Et le rudder trim, on a vu, il était bien à 0. C'est parfait. Allez, pour le taxi, eh ben, on va être prêt. Crac. On va mettre les loupiottes, le row and return, le nose en taxi. Impeccable. Et ici, qu'est-ce qu'il nous reste à mettre? Le chrono, on va se mettre en mouvement. Hop, c'est parti. On libère le frein de parc. Qu'est-ce que je voulais faire ici? Oui, la température des freins, regardez. 20 degrés, c'est parfait. Alors au taxi, c'est pareil, j'ai déjà vu des questions de savoir quelle était la vitesse à adopter au taxi. En dessous de 20 nœuds, ça paraît commerçant. J'ai maintenant, si jamais vous êtes sur une grande ligne droite, si vous voulez, qui est rectiligne, vous avez une bonne visibilité, c'est pas déconnant de laisser accélérer l'avion comme ça jusqu'à 25 nœuds sans problème. Et ce qui fait qu'après, vous pourrez freiner avant de pouvoir arriver à une intersection. C'est beaucoup mieux comme ça de laisser l'avion accélérer et de freiner lorsque vous en aurez besoin, alors en anticipant un peu évidemment, plutôt que de freiner sans arrêt trop souvent, parce que ça va faire chauffer les freins et c'est pas forcément une bonne idée, quoi. Plus ils chauffent, forcément plus ils sont chauds, je vous invente rien. Et lorsque vous allez décoller, si jamais vous deviez interrompre le décollage, vous allez être debout sur les freins et notamment avec l'auto-break également
en max, et ce qui fait que ça va vraiment chauffer très très fort, quoi. Donc le but c'est qu'on évite de les faire chauffer si jamais c'est possible, et dans ces cas là vous voyez là je laisse accélérer mon avion. Là je suis à 15 nœuds, il n'y a pas de problème, je suis dans une ligne à peu près droite, ce que je voyais sur la carte tout à l'heure. Donc là pour l'instant, même s'il monte à je sais pas 20, 21 ou 22 nœuds peut-être, ça me pose pas de problème, j'aurai largement le temps de l'arrêter s'il y a besoin, c'est bien dégagé. Donc après, donc les pannes je les ai pas mises, les pannes hydrauliques, j'aurais pu les paramétrer dans l'interface Tolis, là où je vous montrerai tout à l'heure, mais je ne l'ai pas fait parce que je me suis aperçu que parfois quand on en mettait, alors surtout que moi je voulais en mettre 3 à différentes altitudes, de manière à lui faire péter la pompe du circuit green, ensuite de faire la leak, donc la fuite du circuit green, et puis après la pompe du circuit yellow à différentes altitudes, et j'ai vu que, alors il les fait, mais au niveau de la fuite, c'est pas fou et c'est pas si rapide. Ce qui fait que ça prenait vachement trop de temps pour pouvoir générer cette fuite là. Donc du coup c'était pas pas top quoi. Donc tant pis, je vais les faire manuellement au fur et à mesure du vol. Comme ça en même temps ça vous permettra de voir comment je fais ça. Et vous pourrez le reproduire également. Vous voyez, j'arrive à 21 nœuds, c'est pas mal, ici on le voit en grande speed. Là, oui, c'est novembre 2 qu'on voit ici, c'est parfait, donc ce sera à droite. Voilà. Alors ce qui se fait aussi, c'est que hop, on met généralement toutes nos loupiottes, comme ça, tac. Le strobe, là j'ai toutes mes lumières qui sont allumées ici. On va considérer qu'on est autorisé à l'alignement et au décollage. Voilà, et on va faire ce qu'on appelle un rolling take-off, c'est-à-dire que je vais m'aligner et décoller sans m'arrêter sur la piste. C'est dégagé en finale, on vérifierait évidemment. Allez, on va s'aligner. Voilà, crac, je mets la puissance, vous voyez, grosso merdo à la verticale. Je vais vérifier que la poussée est symétrique sur les deux moteurs. C'est le cas. Allez, on affiche, on est en flex. Le banner est actif. On passe 100 nœuds. Allez, V1, rotation. Le vario est positif, le train sur entrée. On suit notre flight director scrupuleusement. Là, je suis dessus et je vais mettre l'autopilot sur on. Crac. Alors, on n'engage jamais l'autopilot. Lorsqu'on n'est pas propre sur le flight director, on l'engage pas en disant à l'avion démerde-toi après pour me mettre sur la bonne trajectoire. C'est pas des choses qui se font, quoi. Ici à 2000 pieds, on va passer. Voilà, c'est ça, lever climb. Et ben voilà, c'est fait. Et puis ce qu'on va faire maintenant, on va désarmer les spoilers, on va virer ça, on va virer ça. Ici on va le laisser pour l'instant. Crac, tiens, j'ai pas un peu oublié mon transpondeur tout à l'heure là. Mais si, bien sûr que si. Voilà. Et puis je vais commencer à mettre ma panne. Alors ma panne ici, je vais faire quoi? Je vais faire ici, donc en hydraulique. Je vais faire tiens, ma leak. Je vais mettre la leak le temps qu'elle se mette en branle. Voilà, on va faire ça. Apply now, crac. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, on va se mettre en hydraulique. Je vais l'agrandir ici et vous allez voir que là, vous voyez, ça commence à descendre. C'est-à-dire que là, je suis au taquet, là, on voit que ça commence à descendre. Donc pour l'instant, il ne se passe évidemment rien de particulier. C'était juste pour vous montrer que la leak va arriver, tranquille. Et là, je vais me programmer maintenant ma panne hydraulique. Ma panne du circuit green, je dis pas de conneries, c'est green, c'est cette pompe là. Voilà, et celle-ci je vais le faire, oui je vais le faire là maintenant. Alors, ce que je vais faire, je vais appliquer, et donc là vous voyez le PTU ici, comment il est. Alors, je vais me mettre là comme ça, hop, en dehors, et j'applique, crac, c'est parti. Et là vous voyez le PTU, hop, il s'est mis ici. Et ce qui fait que maintenant, depuis le circuit yellow, on a une assistance mécanique qui est apportée au circuit green.
On a toujours notre fuite qui est en train de poursuivre. Pour l'instant, on a suffisamment d'hydraulique, il n'y a pas de problème. Donc on se retrouve dans la situation. Alors attendez, que quand même je fasse certaines actions. Je passe ici en standard. Je rentre mes volets. Voilà, on accélère tranquillement. Et donc j'ai perdu ici ma pompe green. J'ai toujours ma fuite qui s'alimente. Et là, mon PTU donc alimente mon circuit green. Donc ce qui fait que j'ai tous mes circuits hydrauliques qui sont en fonction. La seule chose, c'est que maintenant au niveau de la checklist, il me dit que j'ai perdu quelque chose en low power. Là, je accuse réception du message. Et donc, il me dit que la pompe green, effectivement low power, tout à fait. Du coup, il me demande de la passer sur off. Ce qui est logique, une pompe qui est en défaut, ça sert à rien de la garder en fonctionnement. On la force sur off. Et ici, je vais la forcer sur off et vous allez voir l'icône que je vais avoir, crac. Donc là, maintenant, elle est sur off. Bon, il n'y a pas d'autre incidence. Vous voyez mon fluide hydraulique qui continue à se casser la gueule. Voilà. Et j'ai toujours mon PTU, mon Power Transfer Unit, qui alimente, encore une fois en mécanique, assistance mécanique, mon circuit green. Donc tout va bien. Je poursuis mon vol. Hop, ici je vais adapter mon échelle. Voilà, j'ai passé 10 000 pieds. Allez, je coupe mes landing lights. Je vais garder mes passages allumés. Je suis pour les problèmes hydrauliques, je vais vouloir régler ça avant de faire autre chose. Et puis là, je vais regarder ma status, qu'est-ce que j'ai de particulier? Eh ben rien, il me dit que finalement j'ai uniquement perdu la pompe 1, donc le circuit green, ça je l'ai bien vu, donc je suis au courant, j'ai pas d'impact particulier. Alors en fonction des opérateurs, vous avez des procédures qui peuvent être éditées, qui fait que vous pourriez avoir des limitations ou devoir augmenter par exemple une distance d'atterrissage. Je ne serais pas surpris que l'opérateur demande, si vous voulez, à multiplier vos distances d'atterrissage par un facteur qui soit par exemple, je sais pas, 1.1, 1.2, 1.3 du fait de la perte d'un circuit hydraulique parce que vous avez perdu par exemple un petit peu de capacité. Donc dans ces cas-là, de toute façon, pour nous ça ne change pas grand-chose. À Biarritz, grosso merdo à la masse, là on sera à moins de 1000 mètres de toute façon nécessaire pour s'arrêter. Même sur major de 10, 20, 30%, la piste elle fait plus de 2000 là-bas. Donc il n'y a pas de problème. Ici, vous voyez, on va arriver au niveau hydraulique. Là, il va commencer à pas être content en disant, écoute, là, ça va plus, j'ai plus de liquide hydraulique et du coup, le PTU, pouf, il va s'arrêter. Il va me demander de le mettre sur off. Voilà, on y arrive. Vous voyez, il a commencé à me faire monter les messages là, en disant, cette fois-ci, green réservoir low level. Donc effectivement, je suis en low level et du coup, le PTU, il me demande de le mettre sur off. Ce qui est logique, puisque si je n'ai plus de fluide hydraulique, je vous rappelle que là, le PTU ne m'apporte qu'une assistance mécanique, mais pas de fluide. Il n'y a pas d'échange de fluide là. Donc du coup, il me dit, t'as plus de fluide, camarade. Donc de toute façon, ça ne me sert plus à rien. Donc le PTU, tu le mets sur off. Le PTU, je vais le mettre sur off. Ici, PTU, crac, sur off. Et on se retrouve dans cette situation-là, où là, cette fois-ci, vous voyez, au niveau green, de toute façon, j'ai plus rien. Donc il me dit... hydraulique green réservoir low level, effectivement c'est le cas, j'ai plus de fluide hydraulique dans le circuit green. La pompe low power, oui, de toute façon elle l'a même arrêté. Et du coup le système green de toute façon est low power, oui, il n'y a plus rien pour pouvoir l'alimenter, ni par la pompe, ni par le PTU. Donc j'ai fermé la fenêtre un peu tôt. Ici, pardon, il me dit qu'il y a une application sur les flight controls, sur les wheels. Et j'ai la status page ici que je vais aller regarder. Je vais m'empresser d'aller regarder. Qui me dit quoi? Oh, il me dit des choses quand même. Il me dit landing gear, donc le train d'atterrissage, et il me dit ce sera une sortie par gravité. Donc ça veut dire que je n'ai plus d'hydraulique pour pouvoir sortir mon train d'atterrissage normalement. Il faudra que je me paluche la sortie par gravité moi-même. J'arrive en croisière. Ensuite la landing distance, en fonction des opérateurs, là considérez que même si on met un facteur de 30%, de toute façon on a largement la distance nécessaire à Biarritz. Les slat flaps, on a perdu un peu d'hydraulique, donc du coup c'est un peu plus long si vous la mettez en branle, ce qui fait qu'on anticipera la sortie de l'hydraulique de manière à éviter de le solliciter d'un seul coup, avec un cran, un deuxième cran de volet, le train dans la foulée, enfin on fera pas tout ça quoi. Le 4.3 single only, ok, on va pas faire d'ILS, de toute façon on fait une NDB. Et là dans les systèmes INOP, il me dit que le green hydraulique, ça je le savais déjà. On a perdu spoiler 1 plus 5. 1 plus 5, alors le fait de perdre des spoilers comme ça pourrait entraîner un petit gauchissement au niveau de l'avion. Donc d'où l'impact sur les commandes de vol. Le yaw damper 1, donc le yaw damper c'est l'amortisseur de lacet. Voilà, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, puisque de toute façon j'en ai un deuxième. Donc le 4.3 dual, on s'en fout, on va pas faire de 4.3. Le landing gear rétracte, oui, comme il va sortir par gravité, forcément on peut pas le re-rentrer après. Donc du coup, on a perdu la capacité de re-rentrer le train, ce qui sera emmerdant si on devait remettre les gaz. On a perdu la reverse qui est sur le moteur 1.
et donc on sait qu'on a perdu la pompe de toute façon du circuit green. Voilà, donc le bilan technique on le connaît, hein, on a perdu la pompe du côté gauche, on a perdu également le fluide du côté gauche, on n'a plus du tout de circuit green, ce qui fait qu'on tourne sur les deux autres circuits hydrauliques. Et les impacts opérationnels, on a donc le train d'atterrissage qu'on sortira en manuel, sinon les flaps on sera en configuration normale, voilà, sans réel impact, et au niveau de la reverse on aura uniquement la reverse du moteur 2. Le bilan commercial est évident qu'en arrivant à Biarritz, de toute façon, on ne pourrait pas faire grand chose, donc il faudrait dépanner l'avion et avant de prendre des passagers. Voilà, et évidemment la distance d'atterrissage, hein, toujours dans le bilan opérationnel, on en a parlé, il y a largement ce qu'il faut. Bon bah donc c'est sans forcément beaucoup d'impact, hein, vous voyez, on va pouvoir continuer le vol tranquillou, on a le début descente qui va approcher ici. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais me mettre la troisième panne hydraulique, et là cette fois-ci, alors attendez, hop, c'est con ce que j'ai fait, je voulais mettre ça avec l'hydraulique ici, comme ça on peut en phraser en même temps, hydraulique, voilà, et là on va péter cette fois-ci la pompe yellow, et je vais la péter maintenant, donc ici je vais péter cette pompe là. Crac. Regardez ce qui se passe, low power forcément. Et ici, oula, il y a plein de choses là. Déjà il me dit, j'ai plus d'autopilot. Ça commence bien. Donc là, master caution, allez, c'est fait. Donc là, attention, j'ai plus d'autopilot. Hein. C'est moi qui dois piloter l'avion. Vous voyez, il a sauté ici. Hein. Donc je peux essayer de le rengager. De toute façon, je vais pas pouvoir. Et après, il me dit que j'ai perdu à la fois le circuit green et le circuit yellow. Bah oui, j'avais déjà perdu le circuit green. Là, vous voyez, il faut que je pilote mon avion maintenant. Hop, donc il faut que j'aille chercher mon flight director. Voilà. Les deux sont en low power, ce qui fait qu'il me dit le yellow, la pompe, mais là sur off, puisque de toute façon elle est en défaut. Donc effectivement elle est en défaut, ça sert à rien de la garder sur on. Donc on va la mettre sur off. Et on va enclencher la pompe électrique qui est là. La pompe électrique, je vais la mettre sur on. Et bien regardez, je vais mettre donc mon circuit yellow sur off ici, mon électrique pour donc là on voit l'icône, ma pompe électrique sur on, et là regardez, c'est le Mimi, c'est le Rara, c'est le miracle. On a alimenté à nouveau notre circuit yellow, pardon. Et ce qui fait qu'on a récupéré l'hydraulique. Attendez, je vois où je vais quand même. Vous voyez, je suis en train de monter légèrement. Voilà. Faut que je suive mon flight director. Hein. Alors faire ça en même temps que je m'occupe de la panne, c'est pas terrible. Voilà, donc du coup j'ai fait ça. Maintenant il me donne une max speed à 320 nœuds. Effectivement, ma contrainte de vitesse, hein, je la vois ici. Donc il n'y a pas de problème, je suis de toute façon en dessous. Voilà. Au niveau du pilotage, ça se passe bien. Oui, je suis sur un avion à commande de vol électrique, hein, ce qui fait que lorsque je relâche le manche, l'avion il fait ce que je lui demande. Il n'est pas en train de partir dans tous les sens, il est auto-trimé, donc c'est quand même assez facile. Donc là, je peux le piloter à peu près facilement. Donc j'ai ma contrainte de vitesse, j'ai ma flèche qui m'indique qu'il y a quand même quelque chose à lire en dessous. Je vais aller le voir. Pour l'instant, je vérifie mon système. Hein. Le yellow est bien alimenté proprement. Le blue est bien alimenté proprement. Donc tout va bien grâce à ma pompe électrique. Dans mes status, je regarde. Ici, il me dit quoi? Il me dit... Alors, attendez, bougez pas. Hop. Et accessoirement, il va falloir que je prépare aussi le début de la descente. Voilà, je vais le mettre tout de suite. Allez, on va dire qu'on est autorisé à descendre directement vers 2005, qui était le palier pour le NDB, je crois bien. Donc on va se considérer que ça c'est pas mal. Voilà, je suis mon flight director. Et puis allez, crac, début descente. Voilà. Ensuite, donc il me dit la limite à 320 nœuds, effectivement je la vois. Il me donne le landing gear par gravité, sortie par gravité, ça je l'ai vu déjà tout à l'heure. La landing distance, là il faudrait que je regarde, mais comme j'ai toujours le circuit jaune qui est alimenté finalement, au final je n'ai toujours que le circuit green que j'ai perdu. Donc ça change pas grand chose au niveau de ma pénalité. Et ensuite il me dit un truc intéressant, il me dit alternate lows, ça veut dire que je ne suis plus en condition de pilotage normale, je suis en position dégradée d'un cran, alors c'est pas le pire, hein, je suis en direct low, ce qui fait qu'en alternate, pardon, ça veut dire que je suis pratiquement en mode normal, sauf que j'ai perdu quelques protections liées aux commandes de vol. Bon, on sait pas trop lesquelles, mais j'en ai perdu quelques-unes, mais vous voyez c'est un fait que là le manche il a relâché, hein, l'avion il arrive à piloter normalement, il est auto-trimé, tout se passe bien. Par contre, ce qui est plus emmerdant, c'est qu'il me dit ensuite que lorsque le train d'atterrissage sera sorti, vous voyez, when landing gear down, dans ces cas-là, je passerai en direct low. En direct low, ça veut dire que je vais me retrouver avec un avion normal, conventionnel, qui fait que je vais devoir le trimer moi-même. Bon, c'est pas fou, hein, mais il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans, mais n'empêche que ça va me demander un peu plus de boulot, de manière à pouvoir le voler moi-même. Voilà.
Et les stat flaps pareil, en slow, 4-1 only. Qu'est-ce que j'ai perdu? Le green hydraulique, ça je le sais. Hein. Flight Control Protection, donc c'est ce que j'ai dit, hein, c'est que du coup j'ai perdu certaines protections, c'est pour ça que je suis en alternate low. Spoiler 1 plus 5, hein, donc qui peut entraîner un petit gauchissement au niveau de l'avion. Le yaw damper 1, eh ben, je m'en fous parce que j'en ai un deuxième. Autopilot 1 plus 2, bah oui j'ai vu, hein, je peux pas l'enclencher de toute façon. Donc effectivement c'est perdu. Je peux pas faire de DLS 4.2, m'en tape un peu, hein, je vais faire une approche NDB. Alors une approche NDB, mais c'est pas forcément ce que je ferais si vous voulez dans ce genre de situation, j'aimerais bien un moyen un peu plus précis. Mais comme là je la voler par le biais du FMS, ça me pose pas de problème. J'ai donc pas la 4.2, landing gear et traction, bah oui je sais que je peux pas le rentrer. J'ai perdu la reverse du moteur 1. Et donc j'ai perdu après toutes ces pompes là, je le sais. Maintenant que j'ai dit tout ça, eh bien j'ai pas grand chose à faire. Hein. Donc mon bilan technique c'est toujours la même chose. Le bilan opérationnel, bah toujours le même aussi. J'ai rien de nouveau, sauf que j'ai plus d'autopilot quand même. C'est la nouveauté par rapport à tout à l'heure. Et la deuxième, c'est que je serai en direct low lorsque j'aurai sorti le train. Voilà. Et donc au bilan commercial, de toute façon mon avion il est cassé. Allez, je ferme ça. Il me reste une chose à mettre également, les moyens radio. J'ai pas mis, je crois que c'est 341. Biarritz, c'est pas ce que j'ai vu. Ouais, c'est ça. Bravo Zulu 341. Ça, je vais me mettre ici. Hop, c'est bien 2005 pour le palier, d'accord. Alors, donc je vais mettre 341. Alors, faut que je descende, hein, camarade. Donc, vous voyez, c'est à moi de le piloter, hein. Pas le choix. Voilà, 341, j'ai dit. En ADF 1. Et on va mettre 341 également en ADF 2. Voilà, comme ça on va monitorer, je vous rappelle que c'est obligatoire, on va monitorer comme ça notre NDB pendant l'approche, ici, et du coup je vais passer en ADF ici, voilà, ADF 1, ADF 2, comme ça me permet de les monitorer, ce sera très bien. Allez, je vais adapter mon échelle, parfait, ici mes perfs, tac, bon j'ai encore un peu le temps avant d'activer la phase d'approche, hein. Je vais garder ça comme ça. Voilà, je descends. Donc ici, bah oui, on a tout vu. Donc est-ce que ça va nous changer grand chose? Pas pour le moment. On va s'intéresser quand même à la sortie du train par gravité. Bah, la sortie du train par gravité, c'est pas très compliqué. Je vais d'abord utiliser une manette. Je vais faire ça, comme ça me permettra de monitorer à peu près ce que je fais. En même temps que je vous montre des bricoles dans l'avion. Hop. Voilà, c'est ici que ça va se passer, le train par gravité. Hop, on va tirer ce bordel et puis après on va le faire tourner. En principe c'est 3 tours qu'il faut faire. Là j'ai l'impression qu'il en faut 5 ou 6 là. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus réaliste. Il faudra que je le dise à Tolis d'ailleurs. Mais voilà, c'est comme ça qu'on va sortir le train et puis après on mettra notre manette en position sortie. Standard. Allez, on va arriver tranquillou à 10 000 pieds. Hein. On va mettre tout de suite nos landing lights sur on. Ça évitera que j'oublie. Parfait. Et en haut, donc vous voyez, hein, ma pompe circuit green elle est sur off, celle du circuit yellow elle est sur off, mon PTU est sur off et ma pompe électrique est sur on. On a fait quand même pas mal de petites bricoles là déjà. Hein. Allez. Je continue à suivre mon flight director. Vous voyez, c'est comme très sensible. Hein, ce qui fait que là, quand je regarde ma carte, j'ai vraiment l'impression d'être sur mon trait. Après, ici, bah, forcément, on a l'impression que quand le trait vert se barre de quelques millimètres, qu'on est déjà aux fraises, c'est pas réellement le cas, quoi. Donc, il y a peut-être un degré de sensibilité quand même assez important. Voilà. Allez, on le pilote à peu près proprement. La descente vers 2005, c'est parfait. Je cache ça parce que là du coup c'est trop précis et ça vous montre vraiment que je pilote comme une merde. Alors que plus c'est petit, moins vous verrez. Voilà. Hop, alors là pourquoi il fait un palier à votre avis? Eh bien parce qu'on passe les 10 000 pieds et que du coup il devrait être à 250 nœuds. Donc du coup, voilà, il fait un palier, il réduit la vitesse. Crac, et lorsqu'il sera à nouveau à 250 nœuds, il va débuter sa descente.
Alors la sortie de mon train, évidemment, je vais essayer de l'anticiper, hein, de manière à éviter de faire ça lorsque je suis en finale. Ce qui m'emmerde là-dedans, c'est qu'après, du coup, bah, faut vraiment le piloter si vous voulez normalement l'avion. Alors ça m'emmerde pas, hein, mais c'est vrai que là, comme je fais 40 choses en même temps, vous montrez des choses, regardez les synoptiques, bidouiller l'overhead panel, c'est vrai que c'est pas toujours évident de tout faire en même temps, quoi. Et vous voyez l'intérêt des commandes de voie électriques, hein, même en alternate pendant l'eau, c'est comme en normal, hein, vous avez juste perdu certaines protections, mais vous voyez ça fonctionne parfaitement bien. C'est quand même très souple, très souple. Hein. Lorsque je relâche le manche, l'avion il garde l'attitude que je lui ai laissée lorsque j'ai tout lâché, quoi. Voilà, parfait. Impeccable. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah rien. Après, le FMS, on a tout mis dedans. Ah, le Secondary Flight Plan, au fait, hein, je vais vous montrer ici que là, si je le rappelle, vous voyez qu'il n'a pas changé. J'ai toujours le même Secondary Flight Plan que ce que j'avais tout à l'heure lorsque je l'ai copié. Donc c'est pas parce que j'ai fait des bidouilles, j'ai rajouté une seed ou une star qu'il m'a changé le secondary flight plan. Il a fait une photo à un instant donné lorsque j'ai demandé de le copier, il l'a gardé dans sa database comme ça. Et l'intérêt c'est que si jamais typiquement je vais rentrer ma star, vous voyez la Bidac 8 Lima, si maintenant je voulais la changer par exemple, eh bien pour mettre une Bidac je sais pas 8 kg ou je sais pas trop ce qu'il peut y avoir, bah, parfois en fonction des FMS, lorsque vous avez déjà rentré une star, si vous la changez, ça peut foutre un peu le bordel dans les points. Donc c'est mieux parfois de partir sur une situation vierge et de lui mettre une bonne fois la star. Alors c'est surtout pour le site que c'est intéressant. Lorsque vous commencez à partir et paramétrer votre FMS, vous allez mettre le site depuis la bonne piste. Si jamais il vous change la configuration depuis une autre piste, et ben dans ces cas-là c'est pareil, plutôt que d'avoir une liste de points qui soit garouillée, et ben vous rappelez le secondary flight plan qui était propre, avec toute la partie en route qui ne changeait pas, et puis vous n'avez plus qu'à changer le seed et terminer. Voilà. Hop, donc le secondary. Hop, on va revenir sur notre plan de vol principal. On est prévu se poser 11,57. Il est quoi? 11,50, c'est parfait dans 7 minutes. C'est bon ça. Alors, ce que je vais faire. Ouais, il y a le train d'atterrissage, bon on a encore dans 7 minutes, on dirait encore un peu de temps. Mais ceci dit, vous voyez, je commence à m'y intéresser tranquillou. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller dans les perfs, je vais activer le mode approche. Voilà, hop, ce qui fait que du coup il va vouloir décélérer vers 126, hein, c'est ça, la VAPP. Voilà, je vais lui mettre un petit cran d'air brake, allez. Voilà, je vais pouvoir sortir un cran de volet, hop. Ici on va pouvoir passer en 1013 en QNH et on vérifierait, on fera un check alti par exemple, vous voyez, passer en 4006 avec 4006 top, une fois, deux fois et puis trois fois avec mon petit camarade de droite. Voilà, on vire par la droite, il me semble que c'est au 308. Voilà. Bon, vous voyez, si on n'a que ça à faire, hein, piloter, ça se fait vraiment tout seul. C'est vraiment le bonheur des commandes de vol électriques. Allez, on va sortir un deuxième cran de volet. Voilà. Et puis notre atterrissage
on va s'y intéresser également. Donc le train d'atterrissage, on va faire hop ici. Alors attendez, je vais faire ça quand même, hein, j'aime bien savoir où je vais. Et le train d'atterrissage, vous voyez, je tire ici et puis après je vais lui donner des coups de manivelle là. Voilà, théoriquement encore une fois c'est 3 tours et là vous allez voir qu'il m'en faut un peu plus, hein, c'est 5-6, je sais plus combien. Voilà, là il est embuté, impeccable. Je vais le laisser comme ça, de manière à me souvenir qu'il est bien en position de gravité et que ça sert à rien que d'essayer de le re-rentrer. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais baisser ma manette du train d'atterrissage, crac. Et là j'ai mon train qui est vert, donc c'est bon, mon train est sorti. Allez, on va virer sur la gauche. Et là maintenant, par contre, mon train étant sorti, hein, je pilote mon avion. Alors il n'est plus du tout auto-trimé. Alors là, je suis en train de faire 40 choses. Il va falloir que j'arme le mode approche. Vous voyez ici. Voilà. Ah non, je peux pas encore, pardon. Je suis pas encore sur le dernier point. Je vais pouvoir le faire. Voilà. Alors je vais trimer mon avion. Voilà. Alors attendez. Tac. Voilà, j'ai pu armer mon mode approche. Et là maintenant, hop, voilà, je me remets en mode navigation normale, je trime mon avion, puisque donc maintenant je suis en mode conventionnel. Hein. Voilà. Hop, mon FMS, je n'en ai plus besoin ici. Là, je vais adapter mon échelle. Mon NDB, donc il est mis, hein. Je vois mes aiguilles, je ne sais pas si vous les voyez, ici, là, mes aiguilles là, pour la DF1, la DF2. Et lorsque je vais passer... Alors ici, je reprends ma carte. Ici, lorsque je vais passer mon NDB sur la descente finale, je devrais lire 1730 pieds sur mon altimètre. Voilà, j'ai ma piste devant, hein. Je la vois. Et donc là maintenant, je vais me focaliser. Hop, mes air brakes, j'en ai plus besoin. Je vais me focaliser sur mon approche. Donc je suis en APP nav. Vous voyez, j'ai armé donc l'approche. Je suis en APP nav devant. Et j'ai mon échelle de déviation verticale qui est animée ici à droite avec le petit carré magenta, et c'est lui que je vais suivre donc du coup pour débuter ma descente. Alors si j'avais eu mon autopilot, hein, il aurait tout fait tout seul. Là j'aurais gardé l'autopilot et il se serait guidé automatiquement sur le latéral et sur le vertical. Là comme j'ai perdu du coup mes deux autopilotes, et ben dans ces cas-là je vais me palucher l'approche moi-même. Voilà, mon avion il est pas trop mal trimé. Impeccable, je vais me sortir mes volets. Voilà, vous voyez le plan vertical qui commence à venir, ce qui est normal. On approche du point FQ27 et voilà, c'est parti. Donc là, je vais mettre mon avion, voilà, Final Up, vous voyez qu'on a maintenant. Et du coup, je vais aller rechercher mon plan. Je dois retrimer mon avion, évidemment. Un dernier petit cran de volet. Voilà, on arrive sur le plan, alors un petit réglage, hein, voilà. Ensuite, il faut que je mette 4000 pieds pour la remise de gaz. Voilà, et donc là je pilote manuellement mon avion, je le trime. Et voilà, donc là, encore une fois, vous voyez, hein, c'est une approche NDB. Là, vous voyez, on va passer Bravo Zulu, on le voit sur Navigation Display, et quand on va le passer, vous allez voir les aiguilles sur Navigation Display qui vont virer à 180 degrés, et logiquement, ça devrait être à 1730 pieds si je fais pas de conneries sur mon plan. Mais c'est obligatoire, même en la volant en overlay, comme ça, il faut que je monitore mon moyen conventionnel en dessous. Vous voyez l'aiguille? Hop. Allez, crac, ça vire, et regardez l'altitude, hein, 1730, c'est pas beau ça, donc on est pile poil sur le plan. Allez, une vérif, on a le train sorti, c'est vérifié, 3 vertes, et on a les volets en position atterrissage. J'ai oublié de préciser que ici, l'auto-break, là par contre, il n'y a rien à faire, hein. Donc du coup, j'aurai pas d'auto-break, je freinerai normalement avec la reverse. Voilà. Donc vous voyez, avec l'autopilot, tout ça se serait fait automatiquement. Hein. Bah, au final, comme je ne l'ai pas, donc je peux cette approche NDB en overlay, je suis obligé de la voler à la main, mon cousin.
Mais ça fonctionne très bien. Et donc vous voyez le message qui met, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, le use main pitch trim, manual pitch trim, pardon, ça veut dire que c'est ce que je fais finalement, c'est que je suis obligé de trimer mon avion manuellement, voilà, parce qu'il n'est plus auto-trimé. Allez, 1000, on est stabilisé, on poursuit. Donc là c'est la radiosonde qui annonce le passage à 1000 pieds par rapport au sol, et dans ces cas-là on vérifie quand même qu'on soit sur une approche stabilisée, à savoir la vitesse qui soit entre la vitesse prévue voire plus 10 nœuds mais pas plus, et qu'on soit sur le plan. Là on a passé les minima, vous voyez, et du coup de toute façon là ici on a eu le petit tic-tic là qui dit que l'autopilot se serait désenclenché, mais j'en ai pas. Voilà. Mais donc une approche stabilisée, c'est sur le plan, sur l'axe et la vitesse à la bonne vitesse, voire plus 10 nœuds mais pas plus. Là, je passe un petit peu haut sur mon plan. Je vais corriger. Voilà, je reviens dessus tranquillement. Et je suis à vue de toute façon. Donc la décision, c'est que je poursuis. Voilà. Allez, crac. Voilà, vous voyez la reverse, je n'ai que sur le moteur 2. Allez, ça freine tout seul, c'est parfait. Ouais, je voyais plus proche que ça le taxiway, on a le temps, c'est pas bien grave. Donc vous voyez, au niveau de la configuration approche-atterrissage, une fois qu'on a sorti le train, finalement ça change pas grand chose. La seule chose qui change, c'est que là du coup on est en manuel et on doit trimer automatiquement l'avion nous-mêmes. Enfin pas automatiquement, on doit justement le trimer manuellement. Mais c'est quand même pas très emmerdant, quoi. On retrouve un avion conventionnel, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc vous voyez une petite étape assez courte, on a fait quoi, une demi-heure, 33 minutes qu'on est parti, qu'on a fait le bloc. Le temps de phraser un peu quand même, je sais pas depuis combien de temps, ouais, ça fait un peu plus d'une heure. Un petit peu plus d'une heure. Donc on aura vu, bon, le pushback, il n'y a rien de particulier, vous le faites régulièrement déjà, mais c'était surtout pour jouer sur la partie, il y avait deux objectifs, c'était l'hydraulique, donc jouer avec ce système là, avec des pannes au niveau des pompes, voir comment ça s'arrangeait après au niveau du PTU, la fuite et tout ça. Donc je voulais vraiment jouer avec le circuit hydraulique pour vous le montrer, parce que la dernière fois on a fait les moteurs et on s'est occupé également des impacts au niveau du circuit électrique. Voilà, tiens, on va se mettre là, ça va être très bien. Voilà. Ça sert à rien d'être sur une passerelle, de toute façon l'avion il peut pas repartir. Alors. Donc voilà, je voulais vraiment jouer avec le circuit électrique, parce que la dernière fois c'était les moteurs et c'était le circuit hydraulique, pardon, parce que la dernière fois c'était les moteurs et le circuit électrique. Et je voulais également donc vous montrer cette fameuse approche NDB, donc parce que on avait fait la dernière fois l'ILS en autoland, on avait fait du VOR en overlay, là on vient de faire une NDB en overlay, et la prochaine fois, puisque donc du coup je ferai un troisième partie, on va faire plusieurs choses au départ de Biarritz. On va faire un départ ce qu'on appelle omnidirectionnel, je vais vous montrer comment on fait ça, donc c'est un départ aux instruments, mais qu'on fait sans suivre un vrai SID si vous voulez. Donc on fera un départ omnidirectionnel, on ira sur Bergerac, c'est pas très loin non plus, et à Bergerac ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer avec les approches AirNav, on va faire une première approche AirNav, qu'on va voler d'une certaine manière, on va effectuer une approche interrompue, donc on va remettre les gaz en finale, et ensuite on effectuera à nouveau cette même approche, mais on la volée de manière différente. C'est-à-dire que la première fois c'est le FMS qui va tout gérer, la deuxième fois on va laisser le FMS gérer le plan horizontal, enfin latéral, ce qui est obligatoire, et c'est nous-mêmes qui allons gérer le plan vertical. Voilà. Donc on s'amusera à ça. Et voilà, ce qui fait qu'avec ces trois parties de tuto, c'est ce tuto en trois parties, on aura vu tous les types d'approches. Donc de l'ILS en autoland, de la VOR en overlay, du NDB en overlay, et donc deux AirNav
voler de manière différente. Donc avec ça, vous serez capable de voler n'importe quoi, n'importe où. Les circuits, on aura vu donc les moteurs, on aura vu de l'électrique, on aura vu de l'hydraulique. Je regarderai si on peut pas s'amuser aussi avec autre chose. Je trouverai bien une ou deux bricoles pour nous occuper en croisière entre Biarritz et Bergerac. Voilà, pour l'instant on est arrivé. Je vais pas tout couper, hein, mais ça de toute façon vous le faites bien mieux que moi. Donc je vous laisserai faire. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt donc pour la troisième partie de ce tuto de navigation IFR. Bonne fin de journée, au revoir.